Mais qu'est-ce qui se passe cette semaine dans la vallée de la Drôme avec ensemble-ici.fr. Bonjour, juste après l'agenda de la semaine, nous passerons un bon moment pour parler de l'OPP, l'Observatoire photographique du paysage de la forêt de Soux, qui fait l'objet d'une exposition en ce moment à Soux et bientôt dans d'autres villages autour de la forêt. Mardi, 13e tremplin découverte de chansons françaises du festival Éclat de voix de Dieu le fit. Pour la seconde année, le tremplin se fait au Théâtre de Die à 19h. 2 prix sont décernés, celui du public et celui du jury. Un événement en partenariat avec Radio Erdiwa. Lancement des groupes Transition du Diwa à la salle Beauvoisin à Die à 18h30, une réunion ouverte à tous. Le but, se retrouver pour imaginer demain. Des groupes avec des thématiques et des actions précises se mettent en place depuis quelques années. Une dynamique portée par écologie au quotidien et la rencontre se termine par un repas partagé à 20h. Le centre agroécologique Les Amanins à La Roche-sur-Grane propose un forum éduqué pour élever les consciences, éduqué par la fraternité. C'est de mardi à dimanche prochain. Entre autres, au programme, une conférence ouverte à tous. Éduqué par la fraternité, éduqué pour la fraternité. Samedi à 14h avec Zarina Khan, Roland Gérard, Isabelle Peloux et Jean-Claude Decalonne. La possibilité est proposée de rester pour une soirée festive après la conférence. Mercredi, journée d'échange et d'intelligence collective sur l'agroécologie, la permaculture et la biodynamie à travers des exposés, témoignages et ateliers participatifs. C'est de 9h à 18h à la ferme de Baume-Rousse à Cobonne. Tous les détails dans l'émission d'il y a 3 semaines. C'est une journée ouverte à tous. Vendredi, scène ouverte avec 5 groupes amateurs organisés par Grain de Sel à la salle des fêtes de l'Oriole à partir de 20h. Les 5 groupes amateurs retenus sont Emotional Key, Peakside, Rockside, Chubby Puncher et Mott. Également durant tout le week-end, 2 festivals. Le premier et pendant ce temps, les avions de vendredi à dimanche à Saillant dans différents lieux de la commune. Concert, cinéma documentaire avec la bête lumineuse sur le thème musique et utopie à 18h samedi et dimanche. Spectacle jeune public, danse, ateliers, conférences et bals. Ce festival, première édition, est organisé par l'association BZA. Et puis également première édition à Die pour le festival de conférences gesticulées de l'orage dans l'air organisé par Socket Productions. Entre autres au café de La Chaudière de vendredi à lundi pour les concerts notamment. 3 concerts, 3 soirs, 3 concerts. Et puis 9 gesticulants donneront 15 conférences gesticulées. Les conférences, elles, seront données dans différents lieux à Die. Pour la journée de samedi, marché du savoir-faire à Minglon de 16h à 22h, une quinzaine d'artisans du Diwa sortent de leurs ateliers. Vous pourrez y faire réparer différents objets tels que vélos ou vêtements. Certains artisans proposent également des choses à vendre. Et puis de la musique brésilienne sera là pour accompagner la restauration, la musique brésilienne en soirée. Soirée aussi au château de Poët-Sellard, repas sur réservation à 19h et concert du duo Banshee pour de la musique écossaise et irlandaise qui démarrera elle à 21h. Enfin, à noter les ateliers de Mélissande, animation à la ferme des Sagnes à Beaumont-en-Diois. Pour les enfants, qu'ils soient seuls ou accompagnés, c'est à la journée ou en demi-journée. Ça se passe durant 2 fois 3 jours, du 18 au 20 avril ou bien du 25 au 27 avril. Les réservations sont conseillées. Retrouvez Mais qu'est-ce qui se passe dans la vallée de la Drôme sur Erdiwa, Radio Saint-Ferréol et sur le site ensemble-ici.fr. Tous les compléments d'information, les contacts et coordonnées des organisateurs, ainsi que tous vos autres rendez-vous avec les acteurs locaux sur le site ensemble-ici.fr. Le bon moment avec ensemble-ici.fr.
Aujourd'hui, dans Mais qu'est-ce qui se passe, nous allons donc passer un bon moment avec Bernard Foreyroux et Marie-Claude Gress pour parler de l'Observatoire photographique du paysage à la Forêt-Dessous qui fait sa première exposition. C'est cela. Sa première exposition qui aura lieu du 7 au 16 avril, donc elle a commencé depuis quelques jours, ça se termine le 16. Ça sera au Temple-Dessous. On va donner tous les horaires un peu plus tard dans l'interview. Et donc, pour parler de cette première exposition, Marie-Claude Gress, présidente de l'association À la découverte de la Forêt-Dessous et membre de la commission de cet observatoire au sein de l'espace naturel sensible qu'est la Forêt-Dessous. Et puis Bernard Foreyroux, membre de l'association et amoureux de la forêt qui en parle très souvent dans les médias, entre autres, et à chaque occasion où des groupes peuvent aussi solliciter ses talents de guide de la forêt. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors cette exposition, c'est une exposition qui parle de l'Observatoire photographique du paysage pour la Forêt-Dessous. Qu'est-ce que c'est qu'un observatoire photographique du paysage, Bernard Foreyroux ? Que nous appelons entre nous un OPP, c'est un acronyme un peu amusant. L'Observatoire photographique du paysage, il s'agit de prendre un site, soit un site urbain, soit un site naturel, et de déterminer sur ce site urbain ou naturel un certain nombre de points, généralement une cinquantaine, voire parfois jusqu'à une centaine, où on vient faire une photographie tous les ans, au même endroit, avec le même angle de vision, à la même hauteur, la même focale, etc., pour observer l'évolution d'un paysage. Alors vous imaginez bien que dans les paysages urbains, les évolutions sont parfois extrêmement rapides. On voit l'urbanisme se développer, on voit la voirie se développer, on voit des friches industrielles apparaître. Par contre, sur des paysages de sites naturels, c'est beaucoup plus lent, les mouvements de la nature sont plus lents, mais il y a quand même des observations qui sont très significatives. Et il y a ce travail de reconduction photographique qui a lieu tous les ans, parfois sur des rythmes différents. Et puis après, il y a tout le travail d'interprétation qui est extrêmement important et très riche en informations. Donc nous avons, depuis 4 ans, un observatoire photographique du paysage sur la Forêt-Dessous. Ça fait déjà 4 ans. Et qu'est-ce qui a suscité le démarrage de cet observatoire ? Alors, l'observatoire a été créé par le service Espace naturel sensible qui gère la Forêt-Dessous, qui est un service du conseil départemental, qui gère la Forêt-Dessous depuis son rachat en 2003. Et il y a 4 ans, ils ont lancé l'idée de cet observatoire en créant une commission dont fait partie Marie-Claude, elle pourra vous en parler, et puis en engageant un photographe qui a été recruté sur concours, qui s'appelle Guillaume Bonnel, qui est un des meilleurs spécialistes en tant que photographe en France des observatoires des observatoires photographiques du paysage. Il faut savoir que c'est une procédure européenne, donc il y a aussi des OPP à travers l'Europe, il y en a à travers la France. Marie-Claude me contredira si je dis une bêtise, mais je crois qu'on a une quarantaine d'observatoires photographiques du paysage en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a une quarantaine autant sur des sites urbains comme Guillaume Bonnel a fait, et des sites ruraux, effectivement. Il y en a beaucoup dans le sud de la France. Et alors Marie-Claude Gress, comment ça s'est passé, la mise en place de cet observatoire ? Donc il y a toute une procédure. Comment ça s'est déroulé ? Et quelle forme ça a pris pour la Forêt-Dessous ? Comme vous l'a dit Bernard, donc effectivement, on a recruté un photographe donc professionnel, bien évidemment, sur jury. Et puis, nous l'avons rencontré, on lui avait fait une feuille de route avec le département, bien entendu, le CAUE. Et on l'a mis au travail, il s'est mis au travail, il nous a rapporté environ 400 photos qu'on a dû effectivement faire un premier tri, parce qu'effectivement, il fallait faire au départ des photos de très loin, mais qu'on voit toujours la Forêt-Dessous, se rapprocher et vraiment à l'intérieur de la forêt. Il y a 3 sortes de photos en fait. Pour avoir une vue d'ensemble, des détails. Tout à fait. Et après, ces 400 photos ont été triées en 200. Après, en 200, on a dû à nouveau faire un autre tri jusqu'à 100. Et puis à partir de là, on a vraiment fait un tri très très précis, donc ça a demandé beaucoup de réunions, les gens étaient très très impliqués, passionnés, et à la sortie, on en a gardé 40
qui sont exposées et 60 qu'on garde sous le coude. Parce que si certaines photos des 40 n'évoluent pas très vite, ou il se passe quelque chose, un arbre grandit d'un coup et on ne voit plus rien, on pourrait aller chercher une photo dans les 60. Et est-ce qu'il y avait une commande faite au photographe, en dehors du fait qu'il y avait ce besoin de différentes échelles? Est-ce qu'il y avait d'autres paramètres qu'il a dû prendre en compte pour ces différents points de photo? Oui, parmi les paramètres, il y en avait un qui est extrêmement important, et il faut bien comprendre, les gens qui vont aller voir l'exposition, il faut bien qu'ils le comprennent. L'important, c'était d'avoir des photos significatives. Donc ce n'est pas le plus bel album des plus belles photos de la forêt dessous, qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez avoir des poteaux téléphoniques, des lignes électriques, une route goudronnée, etc. Mais c'est des endroits qui sont instructifs et significatifs de ce qu'est la forêt, de la réalité de la forêt. Donc c'est des photos magnifiques parce que c'est un très grand professionnel, mais ce ne sont pas forcément les plus belles photos esthétiques de la forêt. Donc ça a une vocation plus instructive et pédagogique, scientifique voire? Oui, tout à fait. C'est fait effectivement dans ce but afin que les médiathèques, les écoles, enfin tout ce monde-là puisse profiter de cette évolution et de ces belles photos. Et alors si je comprends bien, est-ce que l'objectif est unique sur cet observatoire comme les autres, c'est de comprendre le milieu, son environnement, comment il évolue? Bien sûr, c'est vrai que si vous prenez la forêt dessous, on peut rappeler un chiffre simplement aux auditeurs. La forêt dessous, c'est 2500 hectares. Vous aviez au début du XXe siècle 2300 hectares environ qui étaient des pâtures et des terres cultivées et juste 200-300 hectares de forêt, pas plus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Imaginez que depuis le début du XXe siècle, on ait fait des photos année par année, on aurait vu une évolution spectaculaire. On aurait vu les fermes de la forêt s'effondrer petit à petit, une à une, malheureusement. On aurait vu la villa Tibur qui existait avant, qui était un immense château, disparaître tout d'un coup du paysage. Donc il y a toute cette évolution-là qui est rapportée par la photographie et qui est extrêmement riche en enseignements. Alors, est-ce que les photos, on les prend toutes à même fréquence? À quelle régularité? Comment ça fonctionne une fois que ces photos ont été choisies? Donc, il faut les reprendre. Comment ça se passe? Oui, effectivement. Donc, Guillaume nous a fait la première série, donc, et il a reconduit la deuxième. Alors, c'est toujours à la même saison, comme l'expliquait tout à l'heure Bernard, toujours à la même saison, le même endroit. C'est repéré au sol par une petite cartouche, c'est un sigle rectangulaire métallique avec une pastille rouge à l'intérieur. Si en se promenant, vous voyez ça, vous verrez que c'est effectivement l'endroit où Guillaume a fait ses photos. Je crois que c'est marqué OPP dessus d'ailleurs. Voilà, avec un numéro. Il ne faut surtout pas toucher les bornes, laissez-les en place. Normalement, elles sont bien scellées. C'est bien scellé, oui. On a fait effectivement un choix aussi énorme sur ces pastilles, sur ces signes représentatifs. Et donc... Et donc la fréquence des photos? La fréquence des photos, donc Guillaume nous l'a refaite la première fois. Et cette année, il a commencé aussi... l'année dernière, il a commencé. Et c'est... par endroit, toutes les années elles vont être refaites, mais d'autres endroits qui n'évoluent pas beaucoup, il ne les refera pas. Et par contre, Guillaume va laisser son travail à une écogarde, donc Christine Rouleau, qui va prendre le relais avec le même appareil, la même focale, et ainsi de suite, toujours le même endroit. Donc depuis peu de temps, avec la deuxième vague de photos, il y a une transmission... Voilà, la transmission va être faite à Christine Rouleau, écogarde des ENS. Donc aujourd'hui, ça représente une collection de combien de photos à peu près qui ont été collectées? Donc on en a 40 sûres qu'on peut voir, 60 qu'on a gardées sous le coude, qui sont effectivement exploitables. Et les autres, elles sont belles, mais elles sont vraiment de côté, celles-ci. Celles qui ont été sélectionnées, de réserve ou pas de réserve, ça veut dire qu'elles ont été toutes, ces 100 photos, les 40 plus les 60 de réserve, ont été prises presque toutes deux fois, mais pas toutes. Non, il n'y a que les 40 à l'heure actuelle, peut-être quelques-unes de plus qu'il n'a pas pu réexploiter la première fois, mais normalement ça devrait être 40 ou 45, mais pas plus. Et alors, à quoi va servir cet observatoire? Bon, comprendre la forêt dessous, mais est-ce que c'est unique, le seul objectif? Il y a deux niveaux de lecture. Je dirais il y a un niveau
profane. C'est le but de l'exposition d'ailleurs, c'est de montrer aux gens qui sont sur le département, qui sont aux alentours de la forêt, qu'est-ce que c'est que cet observatoire. On va leur expliquer, c'est une exposition qui est très didactique, expliquer ce que c'est que cet observatoire, quelle est sa finalité, et d'illustrer le propos par des présentations de photos. Il y aura donc une exposition de photos pour montrer aux gens ce qu'on observe sur les paysages, avec des témoignages d'un certain nombre de personnes, dont Marie-Claude fait partie, dont je fais partie, mais il y a aussi des gens comme Paul Capaille, l'ancien président de l'Office de tourisme de Soux, il y a Henri Fioc, je crois, le maire honoraire de Soux, qui témoignent sur l'histoire de la forêt, l'évolution de la forêt. Tous les usagers aussi, peut-être les chasseurs. Voilà, on essaye d'avoir des corrélations entre les photos qu'on va montrer et les témoignages des gens. Et puis il y a une deuxième niveau de lecture, alors là qui est beaucoup plus scientifique, mais là ça sera un comité très spécialisé qui va vraiment analyser l'évolution du paysage. On a déjà des traces extrêmement intéressantes. Par exemple, les essences végétales ont tendance à varier fortement, rapidement. Il y a des îlots aussi de végétation qui ont fortement changé. Et puis, il va y avoir une évolution considérable. C'est toute la réalisation de la nouvelle auberge des Dauphins qui va être réaménagée en maison de site. Et là, évidemment, ça va être spectaculaire. On va observer des changements dans la voirie, dans les parkings, dans les bâtiments, etc. Mais c'est important d'en garder les traces anciennes et de voir comment petit à petit, progressivement, le paysage évolue. L'empreinte humaine, si je puis dire. Donc cela permet à toutes les personnes qui surveillent cette forêt, dont les éco-gardes, les personnes du service d'espaces naturels sensibles qui suivent la forêt, de mieux la comprendre, de toujours plus en savoir sur elle et donc de transmettre ensuite. Tout à fait. Regardez la vocation des Trois Becs, par exemple, c'est devenu un spot de randonnée considérable, avec l'aménagement d'un nouveau sentier qui est le sentier du Pas de Siara, avec l'aménagement de nouvelles traces aussi à flanc des Trois Becs. Donc tout ça a induit un certain nombre d'évolutions des paysages, de déboisement parfois, de retour du pâturage qui avait été abandonné pendant une période. Ça laisse des traces considérables dans le paysage et c'est très important, c'est plus qu'intéressant, c'est important d'analyser ces traces et je dois dire que l'OPP de l'ENS Forêt de Soux, de l'espace naturel sensible Forêt de Soux, va servir de référence pour d'autres observations photographiques qu'on pourra faire sur d'autres espaces naturels sensibles. Il y a des interactions, des échanges. Bien sûr, bien évidemment. Et là, il y a aussi énormément à apprendre dans la gestion des paysages. Donc c'est la première exposition de cet observatoire qui a démarré ce 7 avril, il y a quelques jours, et donc ça se passe au Temple de Soux, vous pouvez la voir jusqu'au 16 avril. Dans cette exposition, on ne trouve pas que des photos, vous parliez des témoignages. Oui. Ces témoignages et photos, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui composent cette exposition ? Il y a toute une partie d'explication justement du travail, comment c'est mis, ce que disait Marie-Claude tout à l'heure, comment s'est mise en place la commission, comment ils ont travaillé, dans quel esprit, et puis essayer de faire sentir aux gens justement les enseignements qu'on peut tirer. C'est pas toujours évident. Là, on a fait un travail avec Marie-Claude et les institutrices de Martine Guilherme et Marie-Ange Freyt, les institutrices de l'école de Soux. On a fait un travail avec les enfants. On les a emmenés dans différents endroits du village et de la forêt, leur faire aujourd'hui une photo à partir de cartes postales anciennes et leur donner, eux, à voir l'évolution du paysage. Et on se rend compte que pour des enfants, c'est extrêmement instructif. Ils apprennent énormément de choses. Ils se rendent compte, alors c'est amusant, c'est pour l'anecdote, mais la première remarque qu'ils nous ont fait en regardant les cartes postales anciennes et les photos d'aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture. Mais oui, mais ça change considérablement le paysage, la voiture, avec tout ce que ça implique comme voirie, parking, etc., etc. Donc, on se rend compte que, à travers des expositions comme ça, on a vraiment, à toutes les classes d'âge, on a vraiment des enseignements intéressants à tirer. Comprendre l'évolution d'un village. Un village qui Soux avait jusqu'à 1500 habitants, puis tout à coup ça a chuté. On est arrivé à 350 dans les années 1950, ils avaient 350 habitants, et puis maintenant on en est à 550. Ça, de nouveau, le village s'agrandit, avec tout ce que ça implique comme construction de nouveaux bâtiments, logements sociaux, etc., etc. Et ça, c'est un témoignage que l'image nous apporte beaucoup plus sûrement que des documents écrits ou des... Voilà. Dans cet observatoire photographique de la forêt de Soux, il y a aussi des photos du village ?
Oui, du village. Alors attendez que je réfléchisse. Mais pas que de notre village, Non, d'ailleurs. pas que de notre village. Des villages alentours. Des villages alentours, effectivement, comme Saillant, par exemple, puisqu'effectivement, il est adossé à la forêt de Soux. Soyant, La Chaudière, Piégros-Laclastre, enfin tous ceux qui sont... Cray aussi. Cray, oui, effectivement, tout à fait. On ne va pas oublier Cray et sa tour. Il y a une photo qui est prise du haut de la tour. Oui. Voilà, c'est un des points retenus, c'est la forêt de Soux vue du haut de la tour de Cray. Et alors, comment va vivre l'exposition ? C'est ce que vous avez commencé à évoquer, Bernard Foreyroux, avec déjà le travail dans les écoles. Oui. Mais pas seulement. Est-ce qu'elle va donc être à Soux, mais je crois qu'elle va se balader aussi. Oui, c'est une exposition effectivement qu'il faut qu'il vive. Il ne faut pas qu'elle reste dans des placards parce que d'abord par la qualité de la photo, c'est juste magnifique ce que nous a fait Guillaume. Donc il faut qu'elle soit vivante. Il faut que tout le monde se rende compte de ce qu'est un OPP, un observatoire photographique du paysage et de son évolution. Je pense que c'est une des premières choses à prendre conscience. Oui, parce finalement, il y a peu de gens qui arrivent à sentir l'évolution de la forêt sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. On n'a pas forcément l'occasion et le regard aiguisé pour remarquer telle ou telle évolution dans le paysage. Un exemple qui est flagrant, c'est quand il y a eu la tornade dans la forêt de Soux qui a cassé je ne sais plus combien d'hectares et qu'on a dit oh là là, ça va être énorme, ça va être vilain, quoi, ça va rester longtemps. Et puis en fait, on voit déjà que la végétation redémarre bien, a bien pris le dessus. C'est là l'évolution, on s'en rend compte de comment ça se passe. Et ce qu'on va observer, c'est que quand prendre l'exemple que prend Marie-Claude, quand la forêt revient, c'est pas forcément les mêmes essences. Et ça, c'est la surprise qu'on n'attendait pas forcément. De voir que, par exemple, ce sont des pins noirs qui sont tombés en priorité et que ça va être des feuillards qui vont reprendre la place. Voilà le genre d'évolution qu'on peut constater. Alors, je voudrais revenir sur l'itinérance de l'exposition. C'est extrêmement important. Elle est déjà programmée dans certains villages autour de Soux. On a commencé à Soux, normal, c'est la forêt de Soux. Mais l'exposition va partir à Mornan cet été. Je crois qu'elle part à Saint-Benoît, c'est ça ? Oui, tout à fait, Saint-Benoît. À Saint-Benoît-en-Diois. Et on peut en profiter de Radio Saint-Féréol pour lancer un appel. Si vous souhaitez que l'exposition vienne dans votre village, que vous soyez un élu ou une association ou une école ou une médiathèque, l'exposition qui est présentée sur de très beaux panneaux noirs en contreplaqué magnifique, l'exposition est itinérante. Il faut avoir une grande salle parce qu'elle a quand même un certain volume. Il y a quand même 20 panneaux, c'est pas rien. Mais c'est une exposition itinérante qu'on peut demander au département et qui, à ma connaissance, la prête gratuitement. Oui, tout à fait. C'est gratuit pour tous les établissements. En visualisant, en imaginant 20 panneaux qui présentent cet observatoire photographique, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement sonore pour se plonger dans l'ambiance de la forêt ? Alors oui, on a prévu, mais c'est un petit peu amusant, c'est un peu anecdotique, mais on a prévu effectivement des chants d'oiseaux, des bruits de la forêt, parce que on se laisse très vite emporter par la poésie des photos. On est très vite dans cet univers, surtout avec les témoignages qui font vivre la forêt, du ressenti des uns des autres par rapport à ces lieux qui sont magnifiques. Donc on a essayé effectivement de créer une ambiance où on se retrouve au cœur de la forêt. Et puis, donc, il y aura aussi une visite commentée. Alors, on va justement revenir un petit peu sur ces dates, puisque jeudi prochain, du 7 au 16, ça fait c'est une semaine, une bonne semaine. Jeudi prochain, ça sera réservé aux scolaires. Et donc là, est-ce que c'est encore possible ? C'est sur inscription. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire pour venir en tant que classe ? Tout à fait. S'il y a des classes qui veulent participer, ce jour-là, avec Marie-Claude, on tiendra le temple ouvert toute la journée, enfin le matin et l'après-midi. Donc nous avons déjà les regroupements scolaires de Soussoyant-Francillon qui est inscrit. Mais s'il y a des classes qui veulent participer, je dirais au niveau des classes d'âge, Marie-Claude, c'est les CM1, CM2 et puis... Oui, effectivement. Et puis il y aura, je pense, les CE1, CE2 aussi qui vont venir... les classes de primaire. Donc ça fait 4 niveaux scolaires qui peuvent venir et on les accueillera pour leur présenter ça de façon peut-être un peu plus ludique. Alors, le département a conçu un petit livret pédagogique qui est très très sympa. D'ailleurs, si des enseignants ne peuvent pas se déplacer avec leur classe, mais qui veulent avoir le livret pédagogique, ils peuvent le demander. Ils s'adressent à nous, on donnera les coordonnées tout à l'heure, mais ils peuvent commander ce petit livret pédagogique qui est basé justement sur les jeux d'observation sur l'évolution d'un paysage. Et qui est toujours gratuit. Tout est gratuit. Et donc les autres horaires d'ouverture au public, est-ce que vous pouvez nous les donner ?
Alors, le lundi sera fermé, un jour de fermeture. Mardi, mercredi, jeudi, c'est les pour scolaires. Vendredi, ces 3 jours-là, donc on récapitule mardi, mercredi et vendredi, ça sera de 17h à 19h. Et puis les week-ends? Les week-ends de 10h à midi et de 14h à 17h. Voilà, toute la journée matin et après-midi Voilà. en week-end. Et puis en fin d'après-midi pendant la semaine. Il y aura une visite commentée également. Il y a une visite commentée le samedi matin de 11h à midi. Voilà, j'assurerai les commentaires. Et après, donc, cette exposition ira là où le vent l'emportera. A priori, ça sera chez nos amis de Mornan, la première étape, la prochaine étape. La prochaine étape qui est déjà plus ou moins établie dans les dates. Il m'a semblé entendre que ça serait en juillet-août. Voilà, pendant l'été. Donc il y aura peut-être moyen de la trouver d'ici là, Bien sûr. de se la procurer et de l'installer avant le mois de juillet dans un autre secteur aux alentours de la forêt. On va donner aussi le mail pour pouvoir, si on souhaite faire participer sa classe en tant qu'enseignant, l'adresse mail de l'association. Alors c'est l'adresse de notre association à la découverte de la forêt de Soux. L'adresse c'est découverte forêt Soux, tout attaché en minuscules et sans aucun accent, découverteforêtsous@gmail.com. Merci Marie-Claude Grèce et Bernard Forêt-Roux, donc de l'association à la découverte de la forêt de Soux, d'être venus présenter cette première exposition de l'Observatoire photographique du paysage de la forêt de Soux. C'est donc au Temple de Soux jusqu'au 16 avril prochain. Très bonne exposition à vous. Merci beaucoup. C'était le bon moment avec ensembleici.fr. Retrouvez tous les acteurs locaux et leurs rendez-vous avec vous sur le site ensembleici.fr.